Ouais, il est 38. On a 83 participants. Je pense qu'on C'est va pouvoir génial. démarrer. C'est génial. 83 c'est bien. C'est bien. On a presque la moitié, donc c'est pas mal du tout. Merci beaucoup, David, d'avoir accepté d'animer cet atelier. Je vais vous laisser vous présenter, bien sûr. Pour les autres personnes qui sont présentes, alors je ne sais pas si Solène est encore là, mais Solène, pour Lorient, viendra toujours faire un petit coucou, même si elle n'anime pas les ateliers, histoire de motiver ses équipes, Solène Le Calvé. Sinon, vous avez donc Emmanuel Hamon, qui est ma collègue et la coordinatrice de… Ah, je vois Monsieur Jacques Gestin. Jacques Gestin, le retour, ravi de te revoir. Oui, je mets mon micro. Oui. Salut Cécile. Ça va, Jacques? Oui, Carole ne peut pas être là, donc je la Parfait. remplace, pas avantageusement, mais je la remplace. Je ne ferai peut-être pas les mêmes blagues avec elle qu'avec toi, mais bon, non, ça fait plaisir de te voir, Jacques. Merci beaucoup. Donc, Jacques qui accompagne des équipes et qui anime aussi des ateliers sur Brest. Oui. On a donc Emmanuel, qui, je disais, qui est la coordinatrice pour les équipes rennaises. On a Séva, qui est notre collègue qui est sur Quimper. Et puis, est-ce que j'en oublie des collègues ou, C'est dans la liste. Ok, super. Eh ben, Du côté de Saint-Brieuc, je suis là. Bonjour. Ah oui, Bastien est là. Ah, Bastien. Ah, Baptiste, Sébastien, je suis bête. Ça, Baptiste, je me disais, mince, qui… Ouais, non, c'est pas Baptiste, Sébastien. Ça va, Bastien, merci d'être là. Super. Eh ben, David, on va vous laisser vous présenter pour commencer. Ok, ouais. Si vous voulez bien. Petit rappel pour ceux qui viennent d'arriver, vous avez une feuille d'émargement qui a dû, avec un lien par mail, si vous pouviez la remplir, enfin la signer, ce serait parfait. Merci beaucoup. Alors là, est-ce que vous voyez bien mon écran? Parce que du coup, il ne m'indique pas, d'habitude, il est surligné. Hop. Oui, on voit bien l'écran. Ouais, d'accord, ok. Donc là, donc là, vous avez le fond, et là, vous avez la diapositive d'entrée. Donc là, c'est bon. Oui, là, c'est OK. Ok, parfait. Donc, bonjour à tous déjà pour commencer. Donc, effectivement, alors aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler un peu de prototypage, de prototype. Donc, du coup, c'est vrai que c'est une phase en fait qui va être super importante dans la vie d'un projet, puisque du coup, il y a énormément de choses qu'on peut révéler au travers d'un prototype. Et donc, du coup, on va voir aujourd'hui ce qu'est un prototype, à quoi ça sert, quand est-ce qu'on rentre en phase de prototypage, et surtout, on va aussi voir en fait comment vous allez faire vous-même pour prototyper, ou éventuellement vous faire accompagner sur ces phases-là. Alors surtout, je suis quelqu'un qui a tendance à parler très très vite. Je suis pas forcément un grand conférencier, c'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude. Donc n'hésitez pas forcément à poser des questions en fait dans le chat ou m'arrêter s'il y a besoin. Et du coup, on tâchera de répondre aux questions après à la fin de la présentation. Alors pour commencer vite fait, je m'appelle David Salin, je suis designer. J'ai fondé mon propre studio, donc je suis indépendant là pour l'instant. Ça fait 20 ans que je travaille dans le domaine de la communication et du print. Et j'ai un parcours qui est assez diversifié. En fait, j'ai une formation de designer produit à la base, donc vraiment à l'école de design de Nantes, pour ceux qui la connaissent. Et rapidement, en fait, en sortant de l'école, je suis devenu graphiste print traditionnel, donc c'est il y a déjà 20 ans. Donc, faire des catalogues, des plaquettes, des documents. Et comme c'était au tout début des années 2000, c'est aussi le moment où Internet a commencé à décoller, où les entreprises devaient s'équiper de sites Internet et de choses comme ça. Et donc, du coup, assez rapidement, avec ma formation de designer produit, en fait, j'ai commencé à travailler en tant que web designer, donc vraiment, en fait, apporter en fait toutes les notions de design dans les sites Internet. Après, je suis devenu web directeur artistique, webmaster. Et en parallèle de mon activité de graphiste, on va dire le jour, la nuit, j'étais développeur. Donc, j'ai vraiment multiplié les deux casquettes pendant pas mal de temps en tant que graphiste et développeur. Ce qui fait qu'à terme, je suis devenu chef de projet pour gérer des projets transverses justement entre différents départements, la communication, le service informatique qui n'avait pas forcément les mêmes visions du projet. Donc du coup, j'arrivais en tant qu'interface en comprenant les deux milieux à vraiment en fait les mettre d'accord autour de la table. Donc là, voilà, c'est mon parcours rapidement. Donc en avant-propos, pour parler du prototypage, on va commencer en fait par juste quelques petites citations qui vont déjà vous donner un petit peu le contexte et l'état d'esprit dans lequel on doit être quand on fait du prototypage et qu'on réalise des prototypes. Donc la première,
C'est comment Tim Brown, en fait, donc, à l'origine en fait, du design thinking, c'est échouer rapidement pour réussir plus vite. Donc déjà, en fait, il nous met en situation, c'est bien de se planter parce que ça permet d'apprendre plein de choses. On a Paula Scher, donc pareil, qui est une graphiste américaine d'une grande agence, c'est elle qui est à l'origine du logo de Windows, par exemple, ou de Weight Watcher, ou plein de choses. Et donc, elle nous dit que c'est en faisant des erreurs que l'on apprend et que l'on se développe. Il faut être mauvais pour devenir bon. C'est pareil, on est un peu dans la même philosophie. Et une personne, en fait, très connue également dans le domaine, en fait, des idées, c'est Monsieur Henry Ford de la Ford Company, qui lui, en fait, nous dit que échouer, c'est la possibilité de recommencer de manière plus intelligente. Et si le plan A ne fonctionne pas, il reste encore 25 lettres dans l'alphabet. Donc voilà, en fait, bien souvent, en fait, votre projet, vous allez vous rendre compte qu'il va y avoir des hauts, des bas. Vous allez avoir des choses qui vont marcher et d'autres, en fait, que vous espériez marcher, mais qui ne vont pas marcher. Mais en fait, l'important, en fait, c'est à chaque fois, comme on dit, quand on tombe de cheval, il faut remonter. Donc là, en fait, c'est l'idée, c'est vraiment de tirer un enseignement de tout ça et de chercher à s'améliorer. Donc, quelque part, ça fait un petit peu partie de l'hygiène de vie de l'entrepreneur et d'un état d'esprit. C'est savoir apprendre de ses erreurs et de continuer à s'améliorer. Alors déjà, pour commencer, le terme prototype, en fait, il ne représente pas forcément la même chose en fonction de son activité, de son profil. Tout le monde ne met pas la même chose derrière un prototype. On est dans le domaine industriel, le prototype, c'est tout de suite quelque chose de vraiment très important. Alors que quand on est en design thinking, des choses comme ça, en fait, juste un dessin sur un bout de papier, c'est déjà un prototype. Donc, ce qui est important, en fait, c'est se dire que déjà, en termes de mots et de champ lexical autour du prototype, il y a plein d'autres mots qui existent. Donc, les échantillons, les exemplaires, le modèle, spécimen, étalon. Il y a tout un ensemble de concepts qui sont là, qui nous permettent, en fait, de parler de prototypes. Ce qu'il faut retenir d'un prototype, c'est qu'en fait, il s'agit d'un exemplaire qui est incomplet, qui n'est pas définitif, mais qui pourrait être notre produit ou une partie de notre produit. Donc, ce n'est pas forcément l'intégralité de notre produit qu'on a déjà mis dans le prototype. Et un autre point important, c'est qu'un prototype peut être réel, mais aussi peut être virtuel. On peut en fait déjà utiliser des maquettes 3D, par exemple, pour prototyper nos produits. Alors, la phase de prototypage, en fait, quant à elle, ça va être une étape de la vie du projet pendant laquelle on va réaliser plusieurs prototypes. Quand on travaille, on a vraiment plusieurs prototypes et la finalité de notre phase de prototypage, ça va être d'arriver à ce qu'on appelle le produit minimum viable, donc le PMV, ou en dehors de nos frontières, on parle de MVP, le Minimum Viable Product. Donc, j'y reviendrai un peu plus tard, mais d'ores et déjà, en fait, ça nous permet de répondre à une question, en fait, déjà, c'est quand est-ce qu'on rentre en phase de prototypage? Là, on rentre en phase de prototypage le plus vite possible. On va vraiment avoir une idée, je la prototype, j'ai une autre idée, je la prototype, j'ai une autre idée, je la prototype. Et en fait, on va faire des allers-retours comme ça sans arrêt entre l'inspiration et le prototype. Et au final, ça nous permet d'arriver à notre PMV et plus tard, de pouvoir lancer la production en fait, de notre produit. Donc, théoriquement, si vous êtes ici, c'est que vous faites partie du projet Pépite, c'est que vous avez déjà un projet, vous avez déjà une inspiration, vous avez déjà en fait une problématique utilisateur en tête, vous avez déjà envie de mettre en place une solution, de mettre un nouveau service, pourquoi pas éventuellement de changer le monde. Mais en tant que porteur de projet, vous avez forcément des idées et des hypothèses qui vont vous servir de base à votre réflexion ou qui vont permettre de passer en fait, de l'idée à la réalisation. Et en fait, c'est pour ça qu'on prototype. C'est vraiment en fait pour valider que mon idée, elle est bonne. Donc, j'ai une idée, je la prototype, et donc je la teste et je la valide. Alors, on démarre le plus tôt possible notre phase de prototypage. C'est justement en fait pour détecter les chances qu'il y ait une erreur en fait dans nos erreurs. Quand vous allez débuter votre prototypage, plus vous allez augmenter, plus vous débuterez tôt votre prototypage, plus vous augmenterez vos chances de détecter s'il existe une erreur ou non dans vos hypothèses de départ. À l'inverse, si jamais cette erreur elle était de nature à remettre en question votre projet, voire carrément le faire avorter, si vous la détectez très tôt, vous allez réduire le coût de cette erreur. Par contre, si vous attendez d'arriver en phase de lancement de produit ou carrément de lancer la production pour vous rendre compte de votre erreur, je pense que là, ça sera un petit peu plus problématique et du coup, vous aurez investi énormément de temps et d'argent pour finalement un projet qui va capoter.
L'autre point qui est super important avec les prototypes, c'est de multiplier les prototypes et les cycles de test. Donc, plus vous allez faire des tests, plus vous allez faire de prototypes, plus vous allez diminuer le risque de faire échouer votre projet. On pourrait faire une petite analogie en fait, avec le domaine de l'aviation. Dans l'aviation, en fait, 36% des accidents ont lieu lors de la phase d'atterrissage. Et si on y rajoute la phase de descente, on monte à 50%. Donc, plus on va s'entraîner à faire des atterrissages indirectement, plus on va limiter les risques d'erreur à ce niveau-là. Donc, pour votre projet, ça va être vraiment la même chose. C'est plus vous allez tester les hypothèses que vous avez, les idées que vous avez au fur et à mesure de votre avancement, et plus vous allez réduire les risques de votre projet. Donc, c'est vraiment essentiel, en fait, cette partie de prototypage. C'est vraiment, en fait, de valider mes idées. Alors, pour tester ces idées, en fait, on va travailler de manière assez rigoureuse, presque de manière scientifique, on pourrait dire. L'idée, en fait, c'est qu'on a une succession d'étapes qui vont nous permettre de valider, en fait, que l'idée, elle est bonne ou pas. Donc, on va faire des observations, des hypothèses, une expérience, des résultats, une interprétation, et on va en tirer des conclusions. Alors, l'observation, c'est souvent à l'origine même de votre projet. Vous avez identifié un problème, vous avez vraiment vécu une situation où vous avez été confronté à une situation, et donc du coup, vous avez identifié un problème. De là, vous avez émis des hypothèses. Donc, c'est des idées, en fait, que vous avez dit, tiens, je vais pouvoir résoudre mon problème avec cette solution-là. Et en fait, des idées, vous allez en générer énormément pour votre projet. Vous allez en avoir des dizaines, des centaines. Éventuellement, vous allez faire des séances de brainstorming au sein de votre équipe. Vous allez faire des ateliers d'intelligence collective, des séances d'idéation, comme on appelle ça. Donc, des idées, vous allez en générer beaucoup. Et vous n'aurez même pas sorti la première version de votre projet que vous penserez déjà à la version 50. Mais le problème avec les idées, c'est qu'effectivement, il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont moins bonnes, il y en a qui sont mauvaises et il y en a qui sont très mauvaises. Donc, du coup, l'important dans nos hypothèses, en fait, ça va être vraiment en fait, de se dire lesquelles sont bonnes et lesquelles ne sont pas bonnes. Donc, pour ça, on va faire des prototypes. C'est justement pour ça que ça vient, les prototypes. C'est parce qu'on va faire des expériences avec nos idées. Et ça va nous permettre, en fait, grâce à ces expériences, de se dire si l'idée elle est bonne ou s'il faut la tuer. Alors, le mot tuer est peut-être un peu fort, mais peut-être que l'idée, on va juste la mettre de côté ou la ranger. Mais ce qui est important, c'est de déterminer si l'idée qu'on a, elle est bonne, si elle est excellente, ou si elle n'est pas importante pour notre projet. Donc, en prototypant votre idée, vous allez lui donner forme, vraiment prendre un sens. Donc, ça peut être juste un dessin ou un croquis. Mais le fait déjà de sortir l'idée que vous avez de votre tête et de la coucher sur le papier ou de faire une petite maquette pour la présenter, déjà, elle va devenir réelle. Le fait de pouvoir qu'elle soit réelle, vous allez pouvoir la montrer, vous allez pouvoir la partager, vous allez éventuellement pouvoir la prendre dans vos mains, vous allez pouvoir commencer à la toucher, vous allez pouvoir la tester en conditions réelles. Et en fait, le fait de pouvoir la manipuler, vous allez pouvoir aussi la donner à des utilisateurs. Et ces utilisateurs-là vont aussi pouvoir la manipuler et faire des choses avec. Et du coup, ils vont pouvoir émettre des avis. Et le fait d'avoir des avis, du coup, ça va nous donner en fait des informations qui vont nous permettre d'avancer en fait dans notre raisonnement. Ces résultats-là, c'est en les confrontant à nos utilisateurs qu'on va pouvoir avoir des infos. Donc, on va collecter des données au niveau des utilisateurs. Donc, ça va être des avis, des ressentis, des retours d'expérience. On va avoir des indicateurs, donc des tendances. Est-ce que ça marche ou pas? On va avoir des indicateurs également de performance, de résistance. Un simple échantillonnage dans un laboratoire de test pour tester un matériau, ça peut être un prototype déjà qui va nous servir à collecter de l'information. Ça peut être également en fait des informations sur l'état de l'art. Est-ce que techniquement, le produit il est faisable? Est-ce que technologiquement, on a ce qu'il faut pour le faire? Donc, toutes ces informations-là, on va les interpréter. Et grâce à ça, on va pouvoir émettre en fait une conclusion, à savoir, est-ce que l'idée, elle est bonne pour mon projet? Est-ce qu'elle est utile à mon projet? Parce qu'on peut avoir des idées qui sont très bonnes, mais qui ne servent strictement à rien dans le projet que j'ai. Et de l'autre côté, en fait, est-ce que cette solution, elle apporte aussi des solutions à mes utilisateurs? Puisque du coup, on peut avoir une fonctionnalité qu'on a envie de mettre dans notre produit parce que ça fait bien, mais en fait, cette fonctionnalité ne sert pas à grand-chose. Alors, du coup, comme je vous le dis, en fait, on va itérer, en fait, on va faire plein de prototypes, on va avancer dans notre raisonnement. Et en fait, dans l'absolu, des prototypes, on pourra en faire des centaines. Notre phase de prototypage, elle pourrait durer des années. Ça peut être des fois même un défaut. On a envie d'aller tellement loin que le produit soit tellement parfait
que du coup, on continue de prototyper, on prototype, et au final, on ne le met jamais sur le marché parce que du coup, c'est jamais parfait, on n'est jamais satisfait. Donc là, ce qui est important, en fait, on a une notion dont je parlais tout à l'heure, c'est le produit minimum viable. Donc ce produit minimum, en fait, c'est un produit en fait, qu'on va pouvoir mettre sur le marché, ou du moins qu'on va pouvoir être suffisamment séduisant pour déclencher un intérêt chez les utilisateurs ou déclencher des envies de commande ou d'achat. Ce produit-là, l'objectif, c'est qu'il réponde à des besoins essentiels. C'est-à-dire que j'ai mon projet avec une idée de base qui est de résoudre tel problème. Je pourrais avoir des options autour, mais là, l'idée, c'est vraiment, je vais déjà m'attaquer à ce premier problème. Donc, l'idée de cette première version de produit, de PMV, c'est de faire une démonstration que notre produit est faisable, donc de démontrer qu'on a des fonctionnalités qui sont opérationnelles. Donc, je n'ai peut-être pas fait toutes les fonctionnalités dans mon PMV, mais je montre en fait qu'il y a déjà des choses qui fonctionnent. Je vais montrer qu'il est utilisable ou comment fonctionnent certaines parties. Et puis, je vais essayer de faire un minimum d'esthétique. On n'a pas besoin, pour un prototype, du moins pour une pré-industrialisation, d'avoir le produit parfait esthétiquement. On peut déjà avoir juste une ébauche de ce à quoi ça va ressembler. Alors, quand on parle de PMV, on peut aussi dire en fait que c'est une association de plusieurs prototypes. C'est-à-dire qu'en fait, je vais peut-être avoir un prototype qui va me permettre de faire valider l'esthétique auprès de mes utilisateurs, un autre prototype à côté qui va me permettre de valider la partie fonctionnalité. Et puis comme ça, en fait, l'idée, c'est que j'arrive à vendre mon projet. L'idée du PMV, c'est vraiment en fait de se dire que j'allume des étincelles dans les yeux de mes utilisateurs, que du coup, ils sont prêts à acheter mon produit, que mon produit il est viable. Et l'idée en fait d'un PMV, c'est surtout en fait dans le minimum, c'est aussi de le faire en consommant le minimum de ressources possible. Alors, quand on parle de ressources, c'est qu'on a pour produire, en fait, on a besoin de matières premières, on va avoir besoin d'outils, on va avoir besoin de machines, éventuellement des locaux, des ateliers, tout un tas de choses matérielles qu'il va falloir, mais aussi des compétences et des savoir-faire humains. Le problème, c'est que pour utiliser toutes ces ressources-là, il faut du financement. Alors, l'argent, mine de rien, ça reste le nerf de la guerre. Et en tant qu'étudiant, ça peut vite devenir une contrainte. Donc, ce qui est important, en fait, pour vous, en fait, c'est que, du coup, malgré tout, c'est que ces freins au développement, on va pouvoir les lever, mine de rien, avec notre PMV. Si vous menez bien votre phase de prototypage, si vous faites bien le tri dans vos idées, celles qui sont importantes, celles qui le sont moins, celles qui ne sont pas nécessaires dès le début, déjà, vous allez pouvoir, en fait, consommer un peu moins de ressources et à garder un petit peu de financement sous le pied, parce qu'après la phase de prototypage, vous aurez d'autres phases qui vont venir, comme l'industrialisation, le développement commercial, le marketing, la communication, la logistique. Donc, il y a tout plein de choses. Donc, moins je vais consommer de ressources sur ma première phase de prototypage, plus je vais en garder sous la pédale pour après. De même, il serait dommage d'investir toute sa fortune dès la phase de prototypage, parce que si le projet, quand on le lance sur le marché, il n'aboutit pas, on aura perdu gros. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que même si on a besoin d'argent pour ça, de l'argent, dans l'absolu, ça peut se trouver. Il y a beaucoup de structures, de réseaux qui sont là pour accompagner les porteurs de projets, pour financer et accompagner l'investissement. Donc, il y a des bourses, des crédits à l'innovation. Mais le truc, c'est que personne ne va investir dans un projet s'il n'y croit pas. Donc, l'intérêt de notre PMV et de le soigner, c'est vraiment ça, en fait. C'est de trouver le juste équilibre entre ce que je vais investir dans mon projet et le fait de montrer qu'il est viable. Si mon projet il est un peu bancal, je vais semer le doute. Et puis, du coup, si j'ai besoin d'argent et que je vais à la banque pour dire « Bonjour, j'ai un projet super sympa, mais voilà, je ne le présente pas très bien. » Et du coup, la banque elle va dire « Peut-être, je ne suis pas d'accord. » Par contre, de l'autre côté, si on a le PMV qui est super bien abouti, qu'on a vraiment quelque chose qui est séduisant, que tout est vérifiable, dans ces cas-là, effectivement, ça va être tout bénef et on pourra décrocher des financements. Et l'autre point qui est important par rapport à notre PMV, c'est également, en fait, au-delà de l'argent, c'est le temps. Le temps, il passe, il défile, on ne peut pas l'arrêter et il n'est pas inextensible. Donc, lorsqu'on entreprend, on n'a pas forcément de temps à perdre. Là, vous allez être sur une phase de 3 mois, si j'y suis bien. Donc, du coup, il va falloir aller très, très vite. Et donc, du coup, en fait, il va falloir consacrer le juste temps à chacune de vos idées. Il ne va pas falloir gaspiller votre énergie pour rien. Donc, le but du prototypage et notre produit minimum viable, c'est justement en fait de mettre notre énergie au bon endroit. De se dire, hop, j'ai une problématique utilisateur. Mes utilisateurs, l'objectif, c'est qu'ils deviennent des clients directement. Et donc, l'objectif en fait de mon prototype, ça va être vraiment de trouver
quelque chose avec une idée qui soit bonne et enlever toutes les fioritures qui ne servent à rien pour réussir à le vendre. Alors pour ça, pour déterminer si notre produit est viable, en fait, il est bon, si on est capable de le vendre et de séduire, on va utiliser en fait une sorte de petit triptyque. Ça va être de répondre à 3 questions principales. C'est est-ce que mon projet il répond à un besoin et à un usage qui est réellement attendu? Déjà, est-ce que je peux valider son rôle et sa fonction? Est-ce qu'avec les fonctions minimales que j'ai mises en place, est-ce que ça va être satisfaisant? Est-ce que je suscite l'intérêt dans le projet? Donc déjà, si j'arrive à valider le rôle et la fonction de mon projet, c'est déjà un bon point. Le deuxième point qu'on va aller chercher à valider, c'est ce qu'on appelle le look and feel. Donc en fait, c'est est-ce que mon produit il propose une expérience qui soit positive par rapport à son esthétique, par rapport à ses fonctionnalités? Est-ce que la qualité perçue de mon projet est sympa? Est-ce que mon projet, en termes d'ergonomie, de prise en main, de facilité d'utilisation, fonctionne? Est-ce que tous ces points-là sont bons? Et le dernier point, c'est au niveau de l'implémentation. Est-ce que mon produit satisfait à toutes les contraintes de performance que je peux attendre de lui? Est-ce que techniquement, il est réalisable? Est-ce que technologiquement, il est réalisable? Si j'arrive dans mon PMV à valider ces 3 critères, donc le rôle, le look, on va résumer au look, et son implémentation, et ben du coup, en fait, c'est que je suis plutôt bien armé pour aller sur une phase de pré-industrialisation ou d'industrialisation de mon projet. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment ça, c'est je vais faire plein de prototypes. Au fur et à mesure, ça va me permettre d'avancer dans mon projet. Et à un moment donné, bah, je me dis, hop, ça y est, j'ai un projet qui est peut-être pas l'idée complète de ce que je veux, mais j'ai suffisamment d'arguments sur la table pour pouvoir en fait présenter quelque chose qui tienne la route. Alors maintenant, jusque-là, on a vu un petit peu comment faire pour prototyper, on a vu un petit peu l'importance et à quoi sert le prototypage, mais maintenant, ça va être à votre tour de prototyper. Donc déjà, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est de se définir une stratégie dans notre prototypage qui va vous permettre d'arriver le plus vite possible à votre PMD. Donc, pour chaque prototype, on va donc se donner un ou des objectifs et un niveau de qualité du prototype en fonction de ce qu'on cherche à aller chercher comme information et d'idées que l'on souhaite valider. Ce qui est important en fait aussi dans notre stratégie de prototypage, c'est de garder à l'idée toujours en fait que le prototype il doit être simple et le concept compréhensible. C'est-à-dire qu'en fait, quand je veux aller vers un utilisateur pour lui présenter une fonctionnalité, il faut que ça soit simple à lui expliquer et pour l'utilisateur, il faut que ce soit simple à utiliser. L'autre idée, en fait, dans notre phase de prototypage, c'est le moindre coût. Il est essentiel de privilégier des méthodes qui permettent de prototyper à moindre coût et surtout, en fait, de gagner du temps à ce niveau-là et pas dépenser inutilement du temps à ce niveau-là. C'est pas le prototype qu'on vend, et donc du coup, il n'a pas besoin d'être super sophistiqué. Pour beaucoup de choses, juste un petit questionnaire en ligne ou une interview en fait auprès d'un utilisateur, ça peut déjà en fait, ça ne nous coûte rien et ça peut nous permettre de collecter de l'information. En termes de prototypage, c'est pareil, on va essayer d'être sur des durées qui sont relativement courtes. Alors, en fonction de la nature de vos projets, ça peut être de quelques heures à 1 ou 2 semaines. Les prototypes, c'est pareil, hein, quand on rentre sur des produits, sur de la grosse industrialisation, forcément, faire un prototype, ça peut prendre plus de temps. Mais il y a certains prototypes qu'on peut réaliser juste avec du papier, du carton, très facilement, et qui vont nous permettre de valider une idée. L'autre point, en fait, ça va être l'itération. Donc, il faut être prêt à recommencer. Donc, comme je le disais dans les avant-propos, échouer rapidement pour progresser plus vite. Et ben, c'est ça, en fait. L'objectif du prototypage, c'est pas une finalité en soi. L'idée, en fait, c'est de tester plein d'options, plein de variantes d'un produit. Par exemple, je vais tester une variante où je vais avoir mon bouton qui va être à gauche. Je vais faire un second prototype où j'aurai mon bouton qui est à droite. Et puis, peut-être que je vais faire un prototype où j'aurai un bouton de chaque côté qui fait la même chose. Mais du coup, ça va me rendre mon produit utilisable pour les gauchers et pour les droitiers. Donc tout ça, en fait, il ne faut pas hésiter en fait, à tester toujours avec des variantes et des éléments différents. Et donc, au même titre, la quantité, on va multiplier les tests. On va aller vers différentes personnes, différents contextes. Il faut vraiment en fait, ne pas hésiter à présenter son produit à un maximum de personnes
et idéalement des personnes en fait, qui sont susceptibles d'aider vos acheteurs. Si vous présentez un produit à une personne, mais qui n'a pas du tout l'intention de l'acheter ou le produit n'est pas la cible, il va peut-être vous dire « ouais, votre idée elle est bonne », mais finalement, en fait, comme il n'est pas acheteur potentiel, de toute manière, il n'y aura pas de sens. Donc, la dernière partie, en fait, c'est l'expérience utilisateur. Donc, c'est pareil, en fait, c'est ce que je disais aussi, c'est que nos utilisateurs, il ne faut pas qu'ils nous faussent nos retours et nos éléments. Alors, dans notre phase de test, un conseil, c'est bien d'avoir un panel de testeurs pour vraiment présenter nos idées, mais essayez que ce ne soit pas uniquement vos proches. C'est vrai que c'est facile d'avoir sa famille et des amis ou la famille pour tester des idées, mais parfois, en fait, leur bienveillance, ils ne vont pas oser vous dire que l'idée, elle n'est pas terrible, ou que du coup, juste pour ne pas vous faire de la peine. Donc, ils ne vont peut-être pas hésiter à aller voir d'autres personnes que votre entourage proche. Donc, maintenant, en fait, ce que je disais, donc, du coup, on va définir des niveaux de qualité et on va définir, en fait, des objectifs sur nos prototypes. L'important dans nos prototypes, effectivement, c'est qu'il faut qu'on valide des idées. Et donc, du coup, on va se donner 5 notions pour valider, en fait, nos éléments. Il y a des premiers prototypes qu'on va faire qui vont nous permettre, en fait, de comprendre notre utilisateur, de comprendre le problème. Donc, très simplement, ça peut être un simple sondage qu'on va faire au travers d'un Google Form qu'on va envoyer à tous nos contacts. Ça peut être une enquête d'intérêt qu'on va faire sur le trottoir ou à interpeller des gens dans la rue, juste pour récolter, en fait, tiens, est-ce que vous avez déjà été confronté à ce problème-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Et avec ce système-là, on va pouvoir, en fait, collecter vraiment beaucoup d'informations. Pour comprendre, ça peut être aussi de simples phases d'observation. Par exemple, un exemple tout bête qui existe, en fait, c'est dans les stations-service, l'arrivée du bouton « Imprimer le ticket » sur les bornes. Et c'est grâce à une séance d'observation qu'il a été constaté, en fait, que quand les gens finissaient le plein, ils prenaient le ticket, ils le mettaient à la poubelle. Et 75% des gens, ils prenaient le ticket, ils le mettaient à la poubelle. Et du coup, en fait, tout simplement, grâce à la phase d'observation, on s'est rendu compte de ça, ce qui n'était pas forcément évident. Et donc, du coup, on a rajouté un bouton dans l'interface pour qu'une fois que la personne ait fini son plein, elle désire avoir un ticket, et elle appuie « Je désire un ticket ». Du coup, les poubelles, elles ont arrêté de se remplir inutilement. Et à l'échelle nationale, l'économie en rouleau de papier a quand même été assez importante. D'autres systèmes qu'on peut avoir, en fait, ça va être des constructions Lego, par exemple, comprendre un espace ou comprendre un système. On va pouvoir étudier aussi, par exemple, le circuit d'un colis, en fait, depuis chez le marchand jusqu'à son consommateur, par où, en fait, le colis est passé. Donc là, on va pouvoir prendre des Lego avec nos petits bonhommes et faire des simulations, en fait, de parcours. L'idée, c'est toujours de faire un prototype qui nous permet de comprendre le problème. Une autre situation, là, par exemple, sur l'image en bas à droite, c'est une situation qui permet de simuler le vieillissement. Donc, du coup, en fait, la personne, elle remet sa petite combinaison, puis du coup, on va se rendre compte, en fait, qu'on a certaines difficultés à faire des mouvements qu'on ne voit pas très bien, qu'on n'entend pas très bien. Et du coup, le fait de se mettre en situation, ça va nous permettre de comprendre c'est quoi réellement la problématique qu'on a. Donc, l'objectif, c'est vraiment ça. C'est vraiment, en fait, là, c'est ce type de prototype-là, c'est vraiment essayer de comprendre comment le problème est là et comment on va pouvoir le résoudre. Ensuite, un autre objectif qu'on va pouvoir avoir au travers de nos prototypes, c'est essayer de convaincre. Pour convaincre, du coup, on va pouvoir essayer de vendre notre idée, de démontrer que notre idée, elle est bonne, avant même qu'elle soit mise en place. Donc là, on peut travailler avec du dessin, des croquis, des images de synthèse éventuellement. Mais il y a d'autres techniques. On peut raconter une histoire avec la technique dite du storytelling. On peut dire, voilà, je raconte une histoire où je mets en scène mon produit et du coup, je le présente. Donc, dans l'inconscient collectif, on va déjà pouvoir marquer les esprits. On peut faire un storyboard qui va présenter, en fait, le produit dans quelles sont ses phases d'évolution. On peut faire de fausses publicités, par exemple. On peut faire des photomontages. On peut faire des maquettes qui vont être très, très proches de l'apparence réelle, mais qui ne sont pas forcément fonctionnelles. Dans ce cas-là, par exemple, il y a une histoire avec un aspirateur. Ce n'est pas Dyson. Dyson fait énormément de prototypage, ils sont très forts à ce niveau-là. Mais là, c'est une marque d'aspirateur en fait, où le fabricant en fait, s'adressait à son réseau de distribution
Et donc, ils arrivent en présentation, ils mettent leur aspirateur, leur nouveau modèle sur la table. Et puis, ils vendent leur sauce, ils racontent, voilà, ils montrent un petit peu comment ça s'ouvre, toute l'apparence, les boutons, où est-ce qu'ils sont, etc., le tuyau. Le réseau en fait, de distribution, ils trouvent ça super sympa. Le produit, ils pensent que vraiment, il va séduire leurs clients. Et donc, du coup, ils leur en commandent un bon paquet. Et comme ça, tout le monde est content. Et en fait, en réalité, pendant la démonstration, la seule chose que le fabricant espérait, c'est qu'on ne leur demande pas d'allumer l'aspirateur. Parce qu'en fait, cet aspirateur-là, c'était juste une maquette en mousse dans lequel on avait mis un petit peu de plomb à l'intérieur pour lui donner du volume. Les capotages s'ouvraient, l'ensemble, tout fonctionnait, les ouvertures. Mais en fait, il n'y avait pas de moteur dedans. C'était juste en fait une maquette qui permettait de représenter à quoi ressemblait le produit, avec très, très, très fignolé. Il y avait vraiment tous les détails. Et l'avantage, en fait, avec ce système-là, du coup, en fait, ils avaient un bon de commande qui était signé. Donc, du coup, ils avaient des financements qui ont permis de leur lancer la production. Donc, c'était déjà des fabricants d'aspirateurs. Donc, du coup, ils savaient que le moteur, ils pourraient le faire, qu'ils avaient déjà des pièces existantes. Mais voilà, par rapport au nouveau design, la nouvelle forme, en fait, de leur aspirateur, ils ont pu le valider juste avec une maquette qui leur a pas coûté grand-chose. Ils n'ont pas eu besoin de lancer des moules, etc., pour lancer une production. La production, elle n'a même pas démarré. Ils avaient déjà vendu le parc de leurs produits. Donc, un objectif du prototype, c'est aussi de convaincre. On a le comprendre et on a le convaincre. Ensuite, il y a des prototypes qui vont nous permettre de choisir. Donc, on va avoir plusieurs idées pour résoudre un même problème. On va avoir plusieurs solutions qui vont se présenter à nous. Et donc, il va falloir qu'on fasse des choix. Donc, du coup, par exemple, dans le cadre d'une interface graphique ou d'un logiciel, on va pouvoir tester, tiens, le bouton, est-ce qu'on va le mettre à gauche ou est-ce qu'on va le mettre à droite? Est-ce qu'il va être bleu ou est-ce qu'il va être rose? On va pouvoir faire des tests et présenter ces interfaces-là à nos utilisateurs. Dans le cadre de produits, c'est pareil, il va falloir faire des choix sur les couleurs, on va faire des choix de matériaux. Et donc, du coup, si on veut, par exemple, ici, c'est un panel de bois qu'on a, du coup, en sortant juste des petits échantillons de bois, des comparants, déjà, on va pouvoir en fait faire un choix et prendre des décisions par rapport à différentes idées qu'on va avoir. Un autre gros intérêt de nos prototypes, c'est vraiment d'expérimenter. Donc l'expérimentation, c'est vraiment en fait de tester l'idée et de voir un petit peu les composants. Donc ça peut être en fait une maquette en carton qui nous permette en fait de voir un peu l'encombrement que prend notre produit. Ça peut être des échantillons de matériaux, comme je disais juste avant, mais là, en fait, on va passer en labo pour tester leur résistance, pour tenir, tiens, voilà, mon produit doit tenir en extérieur, donc est-ce qu'il va tenir aux UV? Du coup, en fait, je vais aller en laboratoire pour tester mon matériau. En maquette numérique, pour des sites internet, des applications, on peut très bien, en fait, assez rapidement, sur un PowerPoint, faire des enchaînements d'écran pour montrer comment notre application fonctionne. Après, on peut aller sur des modèles, des prototypes plus évolués, commencer à faire de l'impression 3D pour vraiment mettre notre produit en volume et voir un petit peu comment ça fonctionne. Dans le cadre d'une soufflerie, par exemple, si on a besoin de tester différentes formes de voitures, par exemple, on va pouvoir faire des tests en soufflerie. Donc tout ça, ça reste du prototypage avec des modèles en fait qui sont plus ou moins évolués, mais du coup, ça permet de nous tester en fait et d'expérimenter que notre produit fonctionne bien. Pareil, dans la machine d'en haut, en fait, qu'on a dans le coin à droite, donc c'est un prototype en fait où on avait besoin en fait de voir combien notre produit, de dimensionner le parc batterie de notre produit. Donc, du coup, on a mis tous les composants qu'on savait qu'on avait besoin, on a testé, on a fait tourner le produit, et puis du coup, on a vu combien ça consommait, et donc du coup, de là, on a pu établir qu'il fallait dimensionner le parc batterie de telle ou telle manière, et donc du coup, ça nous donne une indication aussi de taille qu'il faut que notre produit ait. Donc tout ça, c'est de l'expérimentation, et plus vous allez en faire, plus vous allez tester, avec des échelles plus ou moins fines, plus vous allez en fait déjà résoudre des problèmes et avancer dans la conception de votre produit. Alors, à chaque fois, quand je parle de produit, ça peut être un service, ça peut être un site internet, un produit physique, tout c'est valable à chaque fois pour tous les éléments. Et le dernier point, c'est pour débattre. Donc là, quand on parle de débattre, en fait, souvent, en fait, on n'a pas tous la même vision du projet au sein de l'équipe. Donc du coup, l'important, en fait, c'est justement de coucher les idées sur le papier, de se mettre d'accord, de déterminer si une fonctionnalité qu'on a
imaginée, elle est importante ou pas, est-ce qu'elle est souhaitable pour le produit ou pas. Et donc, du coup, le fait de pouvoir de faire un prototype, ça nous permet d'échanger ensemble. Donc, c'est pareil, ça peut être un exercice tout simple, en fait, au niveau d'un storyboard. Le jeu des post-it revient très souvent dans beaucoup de disciplines, mais voilà, c'est un jeu qui permet en fait aussi de dire, voilà, j'écris chaque fonctionnalité, chaque idée sur un post-it, et puis je vais les coller sur le mur, et je vais me dire, tiens, ça c'est une idée qui est vraiment importante et essentielle, c'est là, post-it là, il n'est pas très important, je peux le coller sur dans le coin. Et comme ça, en fait, je vais pouvoir hiérarchiser les informations que j'ai, les données, et donc du coup, évoluer un petit peu dans mon avancée de projet. Le principal intérêt, en fait, c'est que le projet, en fait, ça va être surtout d'éviter des horaires qui vont être grossières. En termes de gestion de projet, et en prototypage, c'est un petit peu pareil, ce dessin-là, en fait, représente pas mal de notions, en fait, que moi, j'aime beaucoup. C'est, en fait, on voit, en fait, en fonction des différentes personnes qui interviennent sur le projet. Donc, on va avoir le chef de projet, on va avoir un ingénieur qui a travaillé, le programmateur, le responsable des ventes, la personne qui est censée documenter. Et en fait, on a oublié de nommer quelqu'un pour écrire les idées et pour les collecter. Ce qui, finalement, en fait, j'avais vendu quelque chose et au final, j'ai vendu juste une corde au final. Mais comme on y a passé énormément de temps, on a vendu ça super cher à notre client. Et en fait, le client, il nous avait exprimé qu'il voulait une échelle de corde. Et en fait, ce qu'il voulait réellement, en fait, c'était juste un pneu pour se balancer. Donc, l'intérêt en fait, du prototype, c'est aussi ça, c'est d'avancer auprès de vos utilisateurs pour déterminer, tiens, est-ce que ça correspond vraiment aux besoins ou pas. Hop. Et donc, avec tous ces prototypes-là qu'on fait et tous ces questionnements, on se doute que l'investissement, en fait, il n'est pas forcément le même. Quand je vais travailler juste avec du papier et du carton et un crayon, ça ne va rien me coûter, ça va être très rapide de pouvoir faire des démonstrations. Par contre, quand je vais commencer à aller sur des choses un petit peu plus pointues, comme de l'imagerie 3D ou des modèles mathématiques, en fait, des modèles numériques qui permettent de faire des simulations d'efforts ou de ressources, etc., forcément, ça va donner un peu plus de compétences, un peu plus de niveau, et donc du coup, il va falloir plus de temps. Donc pour ça, on va parler en fait de niveau de fidélité du prototype. Est-ce que mon prototype il est de basse fidélité? Donc l'avantage, c'est ça, c'est que ça va être très rapide on va pouvoir tester des idées très rapidement. Il n'y a pas besoin de compétences particulières. N'importe qui, avec un bout de papier, un crayon, il peut réussir à présenter quelque chose. En prenant du scotch et du carton, on peut simuler pareil pas mal de choses. L'inconvénient en fait de ces prototypes-là, c'est que ça permet d'aller très vite. Mais de l'autre côté, on ne va pas rentrer dans le détail. Ce n'est pas avec une petite maquette en carton qu'on va commencer à avoir la forme réelle du produit. Mais déjà, on va pouvoir simuler pas mal de choses. Ensuite, on va monter en qualité sur nos prototypes. On va avoir des prototypes de moyenne fidélité, où là, on va pouvoir commencer à créer de l'interaction. Donc, par exemple, sur nos premiers prototypes basse fidélité, on a juste pris des crayons en fait, et des dessins pour dessiner l'interface en fait, de notre site internet ou de notre application mobile. Donc, juste avec des crayons, hop, on dessine nos cases. Là, je sais que j'ai un bouton, je fais mon schéma. Et puis après, en moyenne fidélité, là, je vais prendre PowerPoint et je vais le mettre sur l'ordinateur et je vais commencer à créer en fait, les messes d'écran que j'ai imaginées. Et je vais pouvoir mettre des boutons pour passer d'une diapositive à l'autre et simuler un petit peu l'interactivité. L'avantage, c'est que ça va être plus facile à tester et on va pouvoir commencer à inventer. Le problème, c'est que ça va demander un petit peu plus de temps et puis les interactions vont rester simulées, puisque du coup, quand je vais cliquer sur un bouton, je vais aller à une diapositive suivante. Donc, du coup, je vais montrer, je clique sur la liste, je vais dans le détail, mais voilà, je ne vais pas pouvoir faire ça pour tous les écrans. Et ensuite, on va trouver les écrans dits de haute fidélité. Donc là, ça va être vraiment, on va avoir un design complet, on va avoir les textes, les images, les animations, quasiment tout est fini. On arrive sur du détail où vraiment toutes les fonctionnalités peuvent être testées. On peut cliquer sur n'importe quel bouton, les actions fonctionnent. Alors, le problème, c'est que là, effectivement, on est en haute fidélité. Donc là, il va falloir des compétences qui vont devenir un peu plus pointues. Donc, pour le graphisme, on va vraiment demander à un graphiste de travailler les éléments. Pour la partie fonctionnalité, on va demander à un développeur de vraiment développer des vraies fonctionnalités, commencer à mettre en place des vrais écrans. Donc, ça va demander du temps. Et si on travaille sur des prototypes pour un produit, c'est pareil. Et on va commencer à avoir besoin en fait, d'aller plus loin au niveau des compétences. Peut-être qu'il va falloir commencer à faire de l'usinage de pièces, de monter du prototypage 3D
avec des imprimantes ou de la découpe laser, etc., on va commencer à avancer un peu plus. Donc là, on va prendre plus de qualité et du coup, forcément, on va aller vers des choses qui vont être plus détaillées. Donc, ce que je vous propose, en fait, c'est que pour vos prototypes, et ben, du coup, il va vraiment falloir travailler en fait, nos prototypes en fonction de ce qu'on cherche à démontrer avec. Par exemple, quand on veut faire juste notre preuve de concept, c'est juste une démarche qui va être en interne. C'est juste en fait pour échanger entre nous, pour discuter au sein de l'équipe. Et donc, du coup, là, on n'a pas besoin de travailler en haute définition avec des superbes images. Là, on va juste aller papier, crayon, post-it, on va travailler ensemble. Il n'y a pas besoin d'aller très, très loin dans la démarche. Et justement, l'intérêt, là, c'est justement de multiplier les quantités de tests qu'on va faire. De l'autre côté, on va avoir là des tests fonctionnels. Donc là, on va peut-être rentrer, en fait, comme je disais, pour simuler avec PowerPoint, par exemple, où là, en fait, l'idée, c'est, voilà, j'ai mes écrans qui sont un peu plus fournis, et donc ça reste encore de l'interne, je ne présente rien encore à l'utilisateur, c'est juste pour moi, pour mes travaux, joli la faute, hein. C'est pour mes travaux, et donc du coup, on va avoir l'objectif de valider, en fait, l'enchaînement des écrans et du contenu qu'on a sur chacun de nos écrans. Pour des produits, ça va être pareil, hein, ça va être de l'interne. Du coup, si c'est juste en interne, on n'a pas besoin de faire un joli produit, on a juste besoin de s'assurer que les éléments sont là. Mais du coup, on va travailler sur la partie complète, alors que sur la preuve de concept, on va être juste dans le partiel. Par contre, quand je vais faire un prototype, en fait, pour commencer à essayer de vendre mon idée, donc là, en fait, je vais commencer à aller vers mes utilisateurs. Donc là, je vais peut-être aller vers une présentation à mes utilisateurs. Là, je vais vraiment commencer à m'adresser à eux. Donc là, en fait, il va falloir que je monte un petit peu en qualité. Je ne peux pas me permettre de lui présenter un bout de papier, un crowbar, en fait, que j'aurais fait sur mon papier. Donc là, l'idée, en fait, ça va être vraiment de se dire, voilà, je vais présenter, en fait, quelque chose de quali. Et en fait, par exemple, pour une démonstration de site Internet, je vais juste, en fait, présenter la page d'accueil. Parce que, du coup, je vais juste travailler un détail. Je vais monter en qualité sur ma page, mais je vais faire que la page d'accueil. Pour voir si le produit a un intérêt, je vais faire une fausse publicité. C'est un truc qui peut marcher. En faisant une fausse publicité, je vais pouvoir voir si mes utilisateurs ont un intérêt. Par exemple, il y a des démarches qui peuvent se faire. En fait, si votre produit se vend dans un centre commercial, par exemple, du coup, vous vous organisez avec le centre commercial, à savoir est-ce que vous pouvez monter un mini-stand. Vous avez juste une fausse publicité qui présente votre produit avec quelques avantages, des avantages et des inconvénients. Et puis, vous allez voir si des personnes viennent vers vous. Ah, tiens, c'est quoi votre produit? Est-ce que vous suscitez l'intérêt? Et puis, du coup, une fois que la personne elle aura fait l'effort de venir vers vous, du coup, vous n'avez plus qu'à la prendre avec vous et puis lui dire, non, le produit n'existe pas encore, mais on y réfléchit. Et du coup, est-ce que vous seriez intéressé pour répondre à un petit questionnaire? Et hop, ça y est, j'ai fait mon prototype. J'ai attiré le chaland avec juste une belle pub. Et à côté, je récupère de l'information parce que j'ai un utilisateur qui a été intéressé par ma pub. Et donc, du coup, je vais dire, tiens, qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Et on va pouvoir créer de l'échange comme ça. Et après, on a la quatrième. Donc là, on va vraiment rentrer dans le prototype ultime, on va dire. On va avoir la haute définition et la version complète de notre produit. Donc là, on va vraiment arriver sur tous les détails en fait, qui sont prêts pour après lancer la phase de production. Donc, on aura validé vraiment les tests utilisateurs complets. On aura vraiment l'ensemble des écrans qui seront fonctionnels ou l'ensemble des fonctionnalités de notre produit qui sont fonctionnelles. Et là, on sera vraiment dans du qualitatif et on va vraiment pouvoir monter en compétence nos idées pour avancer là-dessus. Alors, par rapport à tout ce que j'ai évoqué là, en fait, donc, les objectifs de notre prototype, qu'est-ce que j'ai envie de valider comme étape et la notion de qualité, on va citer en fait pas mal d'outils que vous allez pouvoir utiliser. Par exemple, en fait, pour les idées, juste des croquis, des schémas, les post-it, le tableau blanc, ça va vous permettre en fait d'échanger entre vous au sein de l'équipe pour vraiment se poser des questions. En faisant des questionnaires papier, des enquêtes dans la rue ou peu importe, ou envoyer un Google Form ou faire des interviews, ça va vous permettre de recueillir des avis en fait auprès des utilisateurs. Sur du storytelling que vous allez pouvoir utiliser. Donc là, c'est vraiment, je vends une histoire, je vends une promesse de ce que mon produit va faire. C'est une manière de vendre son produit et de susciter l'intérêt. Je vais pouvoir imaginer des parcours clients, imaginer de quelle manière mon produit va vivre auprès de ses clients. Par exemple, en fait, si je travaille sur un produit qui est basé sur du consommable,
où du coup, en fait, j'ai un cycle en fait, avec, par exemple, le client, il achète le produit, il l'utilise, et puis après, moi, je récupère le produit pour le recycler et je le remets dans la boucle. Et du coup, je suis vraiment sur une conception en fait, circulaire. Et ben, du coup, en fait, il faut que je prototype mon parcours client et de voir un petit peu le parcours de comment va vivre mon produit. Les salons, les forums, alors là, c'est plus forcément du prototypage, mais c'est vraiment une manière de rencontrer vos cibles. Si vous faites un produit, je ne sais pas, sur la plongée, par exemple, je suis plongeur, donc je parle de plongée, et ben, en fait, le meilleur endroit pour trouver des gens qui plongent, c'est soit au bord de la mer, soit éventuellement aller sur un salon de la plongée, où du coup, là, je vais rencontrer beaucoup de passionnés. Et donc, du coup, si je fais une fausse pub ou je me fais un mini stand avec mon produit, etc., je vais peut-être collecter de l'information et rencontrer directement mes utilisateurs. J'ai créé des événements. Ça peut être aussi une solution. Il y a par exemple en fait une startup. En fait, son objectif c'était de créer en fait une plateforme, en fait, une application mobile qui permettait de mettre en relation en fait des juniors avec des seniors dans le monde du travail en fait. Donc, c'est dire tiens, pour que les juniors qui arrivent sur le marché puissent prendre des infos des seniors, qui puissent avoir des échanges. Avant de développer la plateforme, avant de commencer sur un gros développement pour faire la plateforme, déjà, on peut juste organiser un événement. Et en organisant l'événement, on va inviter des seniors à venir, des juniors, puis on va voir déjà si la mayonnaise est prend. Si déjà les personnes rentrent dans la pièce et se mettent à discuter entre elles, du coup, c'est qu'il y a un intérêt. Par contre, si on se rend compte que les seniors restent ensemble, les juniors restent de leur côté, qu'il n'y a pas d'échange entre les deux, clairement, il y a peu de chances que notre application change quelque chose à ça. Donc voilà, il y a moyen de créer des choses. Lorsqu'on fait du prototype d'un produit, donc vraiment d'un service, là c'est pareil, on va pouvoir toujours travailler avec du papier crayon, donc on va pouvoir des ciseaux, du carton, donc on va pouvoir monter les choses rapidement. Après, on va pouvoir commencer à travailler avec de l'argile, de la pâte à modeler pour tester des formes. On va pouvoir faire des maquettes en bois ou des maquettes en mousse qui vont me permettre de tester l'ergonomie. Par exemple, si je travaille sur une chaise, est-ce que mon accoudoir, à quelle hauteur je le mets, 2 ou 3 cm, avec juste une maquette en bois, je peux rapidement, je n'ai pas besoin que ce soit vraiment la forme de l'accoudoir définitif, mais déjà, je peux tester ça. Je peux tester si l'inclinaison de mon assise doit être plus ou moins droite. Pareil, je vais pouvoir le faire très facilement. Et ensuite, là, on va avoir besoin peut-être d'informations complémentaires, c'est sur de la modélisation. Donc, quand je vais attaquer de la modélisation 3D ou des animations, je vais pouvoir faire de la VR. Par exemple, si j'ai envie de valider un parcours utilisateur au sein d'un magasin, pourquoi pas, en fait, avec juste une maquette en VR, je vais pouvoir me promener dans l'espace et voir un petit peu comment vivre dedans et quelles sont les contraintes que je vais pouvoir dont je vais avoir besoin. Et ça, on va pouvoir demander à un graphiste ou un designer de nous le faire, par exemple. Ensuite, il y a les maquettes dites numériques. Alors, les maquettes numériques, en fait, c'est vraiment des logiciels assez avancés. Donc là, ça demande des compétences un peu pointues. Donc, ça va être des logiciels comme Katia, SolidWorks ou vraiment des morceaux un peu plus épais. Mais ça fait des maquettes, des maquettes numériques qui nous permettent de tester nos produits. Ça va nous permettre de faire des simulations de résistance à l'effort, de faire des simulations de résistance thermique. Énormément de données qu'on va pouvoir valider avec ça. Et après, pareil, on va pouvoir faire de l'impression 3D, on va pouvoir faire de la découpe laser. Donc là, on va pouvoir s'adresser par exemple aux Fab Labs qui sont autour de chez nous pour avancer dessus. On va faire, tout à l'heure, je parlais d'échantillonnage, par exemple, de demander, tiens, est-ce que le produit, le matériau que j'ai choisi va durer dans le temps et va tenir aux UV. Par exemple, je vais pouvoir me rapprocher d'un laboratoire de test pour faire ça. Donc voilà, il y a tout un tas d'étapes que vous allez pouvoir valider sans pour autant faire votre produit final. De la même manière, quand on travaille sur un projet numérique, donc une application mobile ou un site internet, papier-crayon, ça marche très très bien. On peut déjà élaborer plein de choses avec ça. Ensuite, il y a PowerPoint, donc l'outil que je disais, que quasiment tout le monde a, qui permet de faire des diapositives, de simuler à quoi ressemble le site internet, de pouvoir cliquer pour aller à une autre diapositive. Et après, il y a d'autres outils qui existent en ligne, donc Balsamiq, Marvel App, qui vont vous permettre de simuler des interfaces, de dessiner rapidement à quoi ressemble notre interface. Après, il y a Canva, lui qui permet de créer des images, par exemple des faux posts Facebook, des fausses images. Par exemple, j'ai envie d'avoir le logo, comment il fonctionne sur un t-shirt. Du coup, j'ai des images déjà toutes faites où j'ai juste à mettre mon image de logo et elle se met toute seule sur mon t-shirt. Donc, ça me permet de valider les choses. Après, nous, en tant que designer, on va utiliser des outils comme Adobe XD, Figma, Sketch, InVision. Donc ça, c'est des outils qui vont commencer
à nous permettre d'avancer beaucoup plus en détail dans le prototypage. Par contre, c'est des outils qui vont demander un peu plus de compétences. Après, c'est pareil. Alors là, en tant que développeur, ça me fait mal de le dire, mais il y a des solutions comme Wix qui vous permettent de monter un site web assez rapidement et de pouvoir tester des choses. Il y a beaucoup de solutions qui commencent à apparaître justement en solutions dites no-code. Du coup, vous avez juste des briques qui sont déjà toutes prêtes, vous les assemblez et vous arrivez comme ça, juste en glissant vos éléments, à déjà mettre en place une première version d'une application mobile, par exemple. Et après, pour travailler plus en profondeur, peut-être que vous allez avoir besoin d'un designer pour travailler vraiment la partie interface et l'expérience utilisateur. Et peut-être que pour développer certaines fonctionnalités, vous allez avoir besoin d'un développeur. Mais c'est pareil, dans votre cahier des charges, quand vous allez vous adresser à quelqu'un, vous n'allez pas lui dire « développe-moi toute la fonctionnalité ». Vous allez peut-être lui dire « tiens, j'ai juste besoin d'un petit prototype pour valider une partie de mon idée ». Et donc, du coup, lui dire voilà, vous ne développez que cette partie-là, je n'ai pas besoin de développer tout pour m'assurer et pour faire mon prototype et pour m'assurer déjà que mon projet il va avancer. Donc, tout ça, en fait, c'est plein de types de prototypes que vous pouvez faire. Et du coup, vous allez en faire plein tout au long de votre projet. Et l'idée, c'est par où vous allez commencer. Alors déjà, pour commencer, il y a un truc tout bête que vous allez pouvoir faire, c'est créer un logo. Alors, on reste toujours en prototypage, il n'y a pas besoin de se casser la tête non plus. Vous pouvez juste trouver une image sur Internet qui représente votre projet et derrière laquelle l'idée... derrière laquelle toute l'équipe se reconnaît. Donc, ça peut être juste une petite image qui va symboliser votre projet. Et vous allez chercher un slogan, donc une phrase qui résume en fait l'idée générale de votre projet. Alors, si vous dites « ma super idée qui va révolutionner le monde », ça va être un poil valé. Donc, essayez de faire un petit effort quand même. Mais déjà, se dire que voilà, je crée un logo, je crée un slogan pour mon produit, mon service, déjà, en fait, c'est déjà en fait, poser des jalons sur mon idée. Déjà, rien que créer en fait, un slogan, le présenter à quelqu'un, vous allez déjà vous dire « ah, c'est mieux ton idée » ou « ah ouais, c'est pas mal, tiens, ça me suscite un intérêt ». Donc, rien que ça, déjà, on peut collecter de l'information. Ensuite, vous êtes une équipe, hein, donc il est important de collecter en fait, les compétences internes de votre équipe. Qui sait faire quoi, qui sont les points forts, les points faibles. Donnez-vous des rôles, des tâches, des responsabilités. Déjà, rien que ça va être énorme. Par exemple, voilà, je disais qu'on pouvait faire des interviews dans la rue pour aller demander. Si vous avez une des personnes de votre équipe qui est très timide, ne lui demandez pas d'aller faire ces interviews. Il en sera incapable ou ça va être vraiment compliqué pour lui. Donc, dans ces cas-là, s'il y en a un qui a la tchatch, vas-y, envoyez-le à l'interview. Et pendant ce temps-là, celui qui est peut-être timide, lui, par contre, il a peut-être un joli coup de crayon qui va vous permettre d'avancer d'autres idées ou d'autres croquis. Donc, essayez déjà, dans votre compétence en interne, dans votre équipe, de savoir qui est capable de faire quoi et qui sait faire quoi. Ensuite, le fait de vous être inscrit sur le projet, du coup, vous avez déjà en fait, des idées. Déjà, vous allez déjà pouvoir commencer en fait, à établir c'est quoi les points clés de son projet-là. Qu'est-ce que j'ai en fait déjà comme idée qu'il faut que je fasse avancer. Et donc, du coup, je peux déjà en fait, commencer à me dire tiens, comment je vais prototyper ça, comment je peux valider cette idée. Et donc là, en fait, pour imaginer les différents prototypes que vous allez avoir besoin et mettre, vous allez reprendre en fait, la grille que j'ai présentée tout à l'heure, où du coup, j'ai la qualité, quel est de l'objectif, et à quoi va servir mon prototype. Qu'est-ce que j'ai envie de définir. Donc déjà, si vous définissez une petite liste de 3-4 prototypes qui vont servir de valider vos produits, donc sur les différents points qu'on a vus, le convaincre, séduire, etc., vous allez déjà en fait, pouvoir valider les éléments. Enfin, il va falloir recenser les compétences que vous n'avez pas dans votre équipe, et donc les compétences que vous allez devoir chercher ailleurs. Et donc, du coup, c'est pareil, vous allez établir en fait, tiens, on a besoin d'un prototype pour valider telle chose, telle fonctionnalité, ou pour répondre à tel besoin. Donc, on a besoin de qui on a besoin, qui pourrait nous apporter cette solution-là. Donc, du coup, vous allez rédiger un cahier des charges. Donc, ça, vous l'avez eu normalement sur Slack. Donc, ce cahier des charges-là, il est très bien. Donc, du coup, dedans, on va lister en fait, j'ai besoin d'un prototype. Bonjour monsieur, j'ai besoin d'un prototype. Alors, les objectifs de mon prototype, c'est de démontrer ceci ou d'affirmer cela. Ça va être, à l'issue de la phase de prototypage, j'ai besoin de savoir telles informations. Et les contraintes que j'ai moi sur mon projet sont les suivantes. Donc, des contraintes de coût, des contraintes de conditions climatiques qu'il faut respecter, ou choses comme ça. Mais du coup, en faisant un cahier des charges et en donnant à ce cahier des charges-là
à des partenaires, à d'autres personnes à l'extérieur, du coup, vous allez les cadrer. Quand je disais tout à l'heure que vous allez demander, par exemple, à un développeur de vous développer une fonctionnalité, il ne faut pas qu'il s'emballe à vous sortir tout de suite l'artillerie lourde. Dis-lui, j'ai juste besoin de cette petite fonctionnalité-là, j'enregistre des informations dans une base de données, ça me suffit, je n'ai pas besoin de plus. Et déjà, en fait, tout ça, ça va vous permettre de vraiment voir ce qu'il en est. Donc, pour conclure, par rapport à tout ça, dans ce système de prototypage, il y a des petits conseils que je vais vous donner, en fait, qu'il faut vraiment que vous gardiez à l'esprit. Gardez les choses simples quand vous faites des prototypes. Essayez toujours de le faire de la manière la plus simple possible. C'est vraiment ça. Et une chose importante, c'est vraiment en fait quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Deuxièmement, ne rentrez pas trop vite dans le détail. C'est pareil, souvent en fait, pris par l'idée, ah ouais, tiens, l'idée, hop, et du coup, on est déjà en train de réfléchir à la V50, comme je le disais tout à l'heure. Non, essayez toujours de garder un petit peu de distance avec votre projet, de ne pas aller trop vite à vouloir fignoler. Parce que souvent, en fait, on commence à faire un dessin, et puis le dessin, ah ouais, mais là, ce serait plus joli si c'était arrondi. Et puis en fait, on va commencer à perdre son temps à faire des petits arrondis, et en fait, se dire, ah, le bouton, ouais, tu vois, là, je l'ai fait à rouge. Ouais, mais en fait, le bouton, il ne sert à rien, j'en ai pas besoin. Donc du coup, en fait, c'est important de ne pas rentrer dans le détail trop vite. L'autre point clé, ne vous attachez surtout pas trop à vos idées. Donc là, vous avez un projet, vous avez donc une idée en fait déjà de comment vous allez faire, mais n'y attachez pas trop d'importance. Par exemple, en fait, au fur et à mesure que vous allez avancer dans vos prototypes, au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre projet, vous allez vous rendre compte que l'hypothèse que vous avez au départ, elle n'est pas forcément partagée par tous les utilisateurs. C'est pas parce que vous avez décidé d'aller à tel endroit qu'à un moment donné, il faut s'y acharner. À un moment donné, si le vent est contraire, peut-être que vous allez prendre votre bateau et que vous allez tirer des bords pour aller dans une autre direction, parce que de toute manière, c'est vent contraire et personne ne croit en votre projet. Donc, ce n'est pas la peine d'y aller à fond, d'absolument vouloir se dire que mon idée, c'est la meilleure. Optez pour la quantité. Alors, contrairement au produit final, où là, en général, on dit plutôt d'aller vers la qualité, quand on parle de prototypage, il faut vraiment se dire, voilà, c'est de fournir de la quantité. Comme je disais au départ, plus vous allez avoir d'expérience, plus vous allez tester, plus vous allez en faire, plus vous allez collecter de l'information, et donc plus vous allez avoir de retour sur la viabilité ou pas de votre projet. Et enfin, écoutez votre public. Ça, c'est très important, puisque votre public, ce sont vos utilisateurs, et vos utilisateurs, ce sont vos clients. Et indirectement, c'est ceux qui vont vous donner de l'argent à un moment donné, qui va vous permettre d'avancer. Donc, soyez vraiment à l'écoute de la vie de chacun. Sachez faire la part des choses et trier les idées. Mais vraiment, en fait, écoutez vraiment en fait, vos clients. Et le dernier point, très important, quand on a une idée, on fait un dessin, on écrit, vous faites ce que vous voulez, mais il faut absolument que vous en conserviez une trace. Ça, c'est primordial. Quand on a une idée, même si elle n'est pas bonne pour tout de suite, il faut vraiment la garder et la conserver. Donc ça, c'est super important. Donc voilà pour ma présentation. Maintenant, je vais vous souhaiter un bon prototypage, en tout cas de vos projets. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis prêt à répondre. Donc, du coup, je vais vous redonner la main. J'arrête le partage. Partage, non, c'est bon, je ne partage plus, je ne sais pas où je suis. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Oui, c'est bien. Okay, c'est bon. Là, on a votre fond d'écran, en fait. Ah oui, d'accord, donc ouais, c'est toujours le partage qui est en cours, c'est ça. Ah, c'est là, hop. Et comment je fais pour l'arrêter le partage? Pourquoi il ne veut pas l'arrêter? Ah, arrêter le partage en pause, arrêter le partage. C'est écrit en rouge, en gros. Voilà, c'est bon. Voilà, je vous ai présenté, je vous ai un peu assommé de plein d'informations. En fait, ce qu'il faut vraiment résumer, c'est ça. En fait, c'est que il faut prototyper et il faut y aller, quoi. Donc, il faut vraiment en fait ne pas hésiter à ce niveau-là à générer des idées et à les tester, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Donc après, je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a d'autres informations que vous souhaitiez avoir. N'hésitez pas si vous voulez utiliser le chat, éventuellement, si vous préférez. Vous êtes encore assez nombreux. On a encore 80 personnes, donc merci à tous ceux qui sont restés. Vous voyez, David, il y avait un véritable intérêt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est pas un exercice sur lequel je suis très habitué. J'ai un débit de parole en général. Ah, mais non, moi j'ai trouvé ça, personnellement, je trouvais ça très bien.
Ouais. Et voilà, toutes les informations qui étaient amenées, c'était tout à fait, en tout cas, ce qu'on avait imaginé. Donc, voilà, Ouais. ça correspond Après, je vous donnerai de toute absolument façon à la commande. mon support de présentation, je vous le donnerai, comme ça déjà, ça Voilà, permet. c'était une des questions, Ça, il y savoir si aura on pouvait en toujours, effet ouais, leur déposer effectivement. par la suite. Ouais. Bon, après, il y a Tout à fait. dedans, il y a des images que j'ai piquées sur Internet. Je n'ai pas forcément Ah, le droit pour moi. Bon, voilà, déjà, ça vous donnera un petit recueil. Et puis déjà, il y a des grandes idées qui pourront vous servir aussi pour se rappeler en fait les choses qui sont importantes et les Ouais. différentes manières dont on peut non, faire. c'est très bien. Des questions, chères étudiantes et étudiants? Oui, j'ai une question, s'il vous plaît. Ah, Mohamed, vas-y. Voilà, mon produit, c'est la fabrication de plaques d'isolation à partir des algues. D'accord. Bon, j'ai commencé à préparer une protection, quoi. Je vais faire une petite enveloppe solo. D'accord. Bon, ce que je voudrais savoir, c'est à ce stade-là, bon, j'ai commencé à faire les prototypes. Est-ce que j'ai besoin de faire des essais? Je dois faire des essais, sachant que les essais de calcul des caractéristiques de ces plaques-là nécessitent une longue démarche, de l'argent. Est-ce que au stade de fabrique ta pépite, pour le moment, je n'ai pas besoin de ça ou je dois le faire? Alors, je ne sais pas dans le cadre de fabriquer ta pépite jusqu'où vous allez. Je ne pense pas que dans le cadre de fabriquer ta pépite, vous ayez besoin déjà d'aller vraiment à définir déjà tous les éléments, de faire vos calculs de matériaux, de résistance, etc. Je pense que ça va être une autre étape qui va venir. Déjà, si vous arrivez à présenter en fait, donc effectivement, en quoi votre plaque à base d'algues peut être meilleure que d'autres produits parce qu'elle est plus écologique, plus ceci, cela, que vous arrivez à vendre que techniquement, oui, j'ai un petit échantillon qui me permet de démontrer que, en termes de résistance thermique, j'ai un plus. Déjà, voilà, c'est déjà pas mal. Après, effectivement, là, vous pourrez aller sur d'autres systèmes de financement au niveau de bureaux d'études ou choses comme ça qui, eux, pourront faire des modèles mathématiques et des modèles numériques qui permettront de valider ça. Mais je pense qu'à l'échelle de Fabrique ta pépite, déjà, si vous arrivez à démontrer que j'ai un petit échantillon qui démontre que j'y arrive à des choses, voilà, ce sera déjà un sacré progrès. D'accord, merci. Si je peux me permettre, c'est vrai que l'ADN, entre guillemets, de ce programme est vraiment sur la réponse à une problématique, un constat que vous avez pu repérer, le fait, en effet, de présenter une solution qui puisse arriver à convaincre le jury qui sera là. Il y a un business plan à remettre en termes de livrables, et qui dit business plan dit à un moment donné quand même pouvoir approcher les outils de financement quand même, parce que vous avez quand même des ateliers autour des outils de financement. Donc, c'est vrai qu'on risque de vous dire, voilà, concrètement, votre plaque, grosso modo, elle va coûter combien? Est-ce qu'elle va coûter 10 fois plus cher qu'une plaque classique? Même si vous prouvez tout l'intérêt environnemental du projet, il faudra quand même pouvoir arriver à estimer le coût de ces plaques. D'accord, je vois. Merci. Voilà, sans rentrer, honnêtement, Mohamed, sans rentrer quand même dans le détail du détail. Mais ça va être compliqué de monter votre prévis si vous n'avez aucune idée du prix de revient de votre plaque et du prix de vente. Ok, je vois. Merci pour le conseil. D'accord. C'est très important. Merci. J'ai l'impression que le prototype fait pas mal évoluer le plan d'affaires, Ouais. mieux poser les idées. Alors effectivement, en fait, c'est pour ça qu'on rentre très très vite en phase de prototypage. C'est parce que, mine de rien, on se rencontre en prototypant, en faisant des tests que, tiens, j'avais estimé que oui, mon client potentiel était prêt à mettre 2 € dans mon produit. Et en fait, quand je teste sur le terrain, en fait, il est prêt qu'à mettre 1 € dessus. Donc, du coup, j'ai moitié moins de financement. Donc, effectivement, oui, ça remet vraiment en cause tout de suite mon plan d'affaires et mon business plan que j'ai établi. Donc, effectivement, en fait, c'est des choses qui sont importantes. En fait, on peut tout prototyper. En fait, le service, le produit, le numérique, le business plan qu'on a établi. Du coup, effectivement, son business plan, on est parti sur des hypothèses. Je pense que les utilisateurs sont prêts à mettre 5 € pour un service d'abonnement à mon service en ligne.
je fais un questionnaire en ligne, tout simplement, et j'envoie « Bonjour monsieur, est-ce que vous êtes prêt à payer 5 € pour le service que je vous propose ?» On vous dit oui ou non. Et puis voilà, votre business plan, vous validez. Donc effectivement, oui, ce principe de prototypage-là, ça peut aller très très vite, et on peut très vite apporter une réponse à la validation ou pas de son business plan. Parce que c'est important en fait de ne pas rester sur « à mon avis, je pense que… » Non, je vais voir mes utilisateurs et je dis « est-ce que tu es prêt à le faire ?» Oui ou non. Si tu n'es pas prêt à le faire, déjà le projet il est mort dans l'œuf. Si déjà toi tu as établi que c'était 5 € et que tes clients potentiels ils te disent bah, « non, moi, je suis prêt à mettre 2 €, pas plus », ça y est, ton projet il est déjà mort. Tu n'as même pas besoin d'aller plus loin. Donc ouais, non, c'est très très important. Ouais. Donc, il y a beaucoup de choses, en fait, effectivement, qu'on peut tester. Et de manière très simple, il n'y a pas besoin, en fait, d'aller chercher de votre plan. Comme je dis là, juste valider un service, un coût, par exemple, on peut le faire assez facilement. C'est quoi on appelle ça le prix, la perception du prix. Je ne sais plus, c'est un nom, mais je ne l'ai pas, il ne me revient pas en tête. Mais du coup, oui, il faut le valider, quoi. Il y a Léo qui pose la question, je ne sais pas si David, vous avez vu, dans le cadre de la vente service, donc de la prestation de service, je pense, ce prototype est donc moins complexe. Effectivement, alors en fait, tout ce qui est site internet, tout ce qui est plateforme, le prix psychologique, voilà, la réponse est là. Donc tout ce qui est vente des sites internet, des applications mobiles, il y a énormément d'outils gratuits en ligne, il y a des outils qui sont assez faciles à prendre en main et donc, du coup qui permet d'aller très vite. Donc c'est pas pour rien qu'il y a énormément de startups dans le domaine du numérique, hein, c'est parce que indirectement le numérique c'est assez facile de pouvoir prototyper, de balancer une idée. Il y a une application qui a mis 2 heures de prototypage, c'était juste d'envoyer Yo. On prenait notre carnet d'adresse, on cliquait sur un bouton et ça envoyait Yo à quelqu'un. Le prototype, ça a demandé 1 heure pour le faire, ça a été développé en 3 heures, puis l'application elle a levé 2,5 millions d'euros. C'est con, hein, l'application en 4 heures. Si vous trouvez une application qui en 4 heures vous permet de rapporter 2,5 millions, moi je trouve ça plutôt pas mal. Mais voilà, en fait, du coup, effectivement, dans le domaine du service et le domaine du numérique, le prototypage, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Dès qu'on rentre dans du produit industriel, où on va avoir des contraintes thermiques, des contraintes comme là, les plaques qu'évoquait Mohamed tout à l'heure, effectivement, on a des contraintes qui sont nettement plus importantes. Quand on a besoin de faire un moule pour un produit qui doit partir en industrialisation, un moule, ça coûte un bras, quoi. Donc, effectivement, il ne faut pas qu'on se plante. Donc, du coup, c'est plus facile de prototyper du service numérique. Mais c'est pareil, en fait, hein, dans le prototypage, il y a par exemple l'organisation même interne de l'entreprise qu'on peut prototyper. Je vois, moi, j'ai une entreprise que j'accompagnais, en fait, c'était tout bête, hein, c'était un site de e-commerce, et il y avait une personne, ils n'avaient pas encore d'automatisation au sein de leur entreprise par rapport à la remontée des stocks. Donc, il y avait une personne qui regardait les stocks de temps en temps et qui mettait à jour sur le site. Et j'aurais dit, mais vous avez un ERP, donc si vous avez un ERP, il suffit de faire un petit tuyau entre votre ERP et votre site internet et on va avoir l'information directe. Et là, les 2 heures que passait la personne par jour à remettre à jour les inventaires du site, elle les a gagnés pour faire autre chose. Donc en fait, il y a plein de choses qu'on peut améliorer, que ce soit du produit, du service, ou de l'organisation même de l'entreprise, où on se rend compte qu'il y a des personnes qui font des tâches qui ne servent à rien ou qui perdent du temps à les faire. Par exemple, moi, quand je fais un site internet, je dis toujours que le rôle d'un site internet, c'est de retirer des tâches chronophages à votre équipe sur des tâches où ils n'ont aucune plus-value. Par exemple, en fait, tout ce qui est un commercial qui est là juste pour débiter une fiche produit, une fiche commerciale, ça n'a aucun intérêt. Vous mettez votre fiche commerciale sur votre site internet, les utilisateurs ils iront dessus, et vous n'allez pas avoir un commercial qui va perdre son temps à juste débiter en fait ce qui est écrit sur le catalogue. Ça ne sert à rien. Donc du coup, le rôle du site internet, c'est ça, c'est vraiment en fait de faire gagner du temps à votre entreprise en créant en fait, en prenant en charge des tâches en fait qui sont chronophages et sur lesquelles vos employés n'ont aucune plus-value. Vaut-il mieux privilégier un site hébergé sur Shopify ou au contraire investir dans le développement d'un site? Cela a un impact sur le consommateur. C'est pareil, hein. Si vous voulez développer un site, vous allez engager énormément d'argent parce qu'il va vous falloir un graphiste pour faire le look du site, il va vous falloir un développeur pour faire le développement. Alors l'avantage de développer son propre site, c'est qu'on va faire un site sur mesure qui va répondre exactement à son besoin. Mais si vous êtes en phase de prototypage, Shopify, c'est très bien. C'est 29 € par mois pour commencer. C'est quand même vachement pas mal. Vous avez un site e-commerce. Déjà, si votre site e-commerce,
et ben, vous le lancez sur Shopify, vous commencez, vous testez le marché, est-ce que ça fonctionne, est-ce que j'ai de la demande? Et puis, j'ai pas de demande, j'aurais investi que 29 € par mois. Et puis, si j'ai de la demande, ça marche, peut-être que c'est intéressant et peut-être que je peux me dire que je vais passer à une étape au-dessus. Donc, utiliser un outil comme Shopify, Wix ou des choses comme ça peut être une solution pour démarrer justement votre prototype. De voir un petit peu, est-ce qu'il y a une demande sur mon projet, est-ce que ça peut marcher? J'ai une question. Ouais. Vous avez parlé de prototypage de business plan. Moi, ma question, c'est quelles sont les étapes pour monter un business plan, pour déterminer quels seraient éventuellement les fournisseurs, les clients, comment on va générer de l'argent, sur quelle base, c'est quoi, on va dire, le modèle pour créer ce genre de choses? Alors là, c'est pas forcément du prototypage. Là, en fait, vous allez avoir d'autres outils qui ne me concernent pas moi. Je pense que vous allez avoir les présentations sur tout ce qui est BMC ou choses comme ça, le business model Canva, des choses comme ça. Indirectement, c'est un peu du prototypage. C'est un grand tableau sur lequel on va coder des post-it et en fait se dire, tiens, mes fournisseurs, c'est ça. Donc, je connais mes post-it de fournisseurs. Mes rentrées d'argent, elles sont là. La plus-value de mon produit, elle est là. Donc, du coup, en fait, c'est des choses que je pense que vous allez voir sur d'autres ateliers parce que le business model Canva, je pense que dans la fabrique à TPI, ça va être forcément abordé. Mais du coup, en fait, c'est d'autres manières en fait, qu'on va développer. Donc, effectivement, on pourrait dire que le business model Canva est un outil de prototypage. Il permet de se donner une vision de l'idée qu'on a en tête. Le prototypage, c'est toujours ça, c'est de se dire, en fait, je mets sur la table une idée que j'ai dans ma tête. À partir du moment où je sors mon idée de la tête, du coup, je peux la partager. Donc, je vais prendre mon business model Canva, je vais avoir mon tableau, en fait, avec toutes mes entrées, mes sorties, etc. Et le fait de le sortir de ma tête et de le coucher sur le papier, je vais pouvoir discuter. Je vais aller voir mon banquier, je vais dire, voilà, mon business model, c'est ça. Donc, du coup, on va pouvoir échanger. On a les mêmes chiffres, on a les mêmes choses sur la table, et donc, du coup, on peut discuter. Donc, voilà, vous allez pouvoir le faire aussi. Donc, c'est un autre outil que ceux que j'ai présentés. Voilà, c'est plus la partie business, mais on va pouvoir le valider aussi de la même manière. Tout à fait. Ouais. D'accord, merci. Oui, vous inquiétez pas, en effet, Thibaut. Des ateliers de ce type-là sont prévus en effet pour travailler sur le modèle économique de votre projet, donc à travers en effet le business model Canvas, qui est quand même un outil très structurant et qui permet de caler pas mal de choses. Et puis ensuite, on vous transmettra en fait la trame du business plan qui comprend le modèle éco de votre entreprise, qui est celui qui est utilisé en fait par les 7 technopoles de Bretagne et qui a donc un business plan qui tient la route, qu'on a allégé un peu du fait de l'action de sensibilisation, formation qui est Fabrique ta pépite, mais vous aurez bien évidemment les ateliers pour vous accompagner sur tout ça. N'est-ce pas, Jacques? Merci beaucoup. Oui, c'est d'ailleurs le sujet du prochain atelier, où on parle du business model et du modèle Canvas. Voilà. Ça rebondit nickel. Il y a d'autres questions? Soyez pas timide. Merci, c'était très intéressant, super. En effet. Alors oui, Enzo, il sera disponible Zoom, en effet, c'était enregistré ce soir, donc vous pourrez aussi revoir le webinaire. Et vous savez que prenez tous l'habitude d'utiliser Slack. On n'a pas fini de vous casser les pieds avec ça, mais on veut vraiment se limiter dans la communication parce que certains, vous êtes quand même 45 équipes, ce qui est une très belle réussite pour cette première édition de Fabrique ta pépite. Quasiment 200 étudiants, donc on a fait le choix d'utiliser Slack, qui vous permet, vous, de chatter, de contacter vos coordinateurs de campus en direct, de laisser une information plus générale. Les coordinateurs de campus mettront des informations dans les différents canaux en fait, pour chacun des campus. Et moi, dès que j'ai des choses à vous dire sur un aspect plus régional, c'est-à-dire pour l'ensemble des équipes, je le mets dans le canal général et là, vous pouvez donc consulter tout cela. Donc, en l'occurrence, les ateliers, moi, je le mettrai sur le général et après, si les cordeaux veulent recopier pour mettre dans le canal de votre campus, il n'y a bien évidemment aucun souci. Mais
Et en plus, si David transmet et son support et en plus, on mettra le lien vidéo. Donc, vous aurez tout, hein, on essaiera de fonctionner comme ça. Sachant que après, c'est pareil, hein, s'il y a des questions, c'est pas un souci de me poser la question. J'apporterai volontiers mes lumières ou d'autres collègues que je pourrais conseiller pour répondre plus en profondeur sur cette partie-là. Moi, c'est très gentil en tout cas. Est-ce bon pour tout le monde? Vous avez faim? Oui, c'est ça. Je comprends. Parfait. Eh bien, on va tous vous remercier, particulièrement en effet David Salin à table, oui, tu as raison, pour la qualité de cette intervention. Les étudiants de Saint-Brieuc, du 22, vont avoir le plaisir de retrouver David il y a un second atelier au mois de décembre sur le proto. Voilà. Et puis, je vous souhaite, je suis ravie d'avoir qu'on ait pu démarrer Fabrique ta pépite comme ça. Je vous souhaite une excellente soirée et puis à très bientôt. Est-ce que mes collègues ont un petit mot à dire aussi? Merci à tous. Merci David pour votre intervention et à tous les étudiants présents ce soir. Et puis moi, je vous souhaite une bonne semaine de démarrage de Fabrique parce que je crois qu'on démarre tous avec nos premiers ateliers aussi en présentiel. Donc voilà, bon courage à tous et puis bonne chance dans l'aventure. Eh ben, moi, je dis tout pareil. Bon courage à tous pour vos projets. Merci à David pour l'intervention, c'était super intéressant. Et puis, on va finir par un bon appétit, je pense, hein, parce que je pense qu'on a tous faim. Donc, on va aller tous manger et bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.